Ok. Chers amis, mesdames, messieurs, bienvenue. Théoriquement, maintenant, ça marche, n'est-ce pas, les casques, vous m'entendez? Bienvenue à cette session francophone. N'hésitez pas à vous installer ici autour de la table, puisque comme vous le voyez, ce Studio 6 étant de ceux qui ont de très grandes tables, c'est plus simple et confortable d'être ensemble. Voilà, je vois que certains préfèrent garder la distance, mais vraiment, n'hésitez pas. Alors, bienvenue donc pour cette table ronde organisée par la francophonie avec comme objectif d'explorer rapidement les enjeux principaux qui sont liés au contexte actuel pour ce qui concerne la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de répéter ce qui s'est joué autour du pacte numérique mondial et puis ce qui est en discussion maintenant dans le cadre du sommet mondial sur la société de l'information qui débutera à Genève le 7 juillet prochain, avec la perspective de rendre des propositions, y compris d'ailleurs des propositions qui émaneront directement du Forum sur la gouvernance de l'Internet, de IGF, où nous nous trouvons maintenant, pour tenter de faire évoluer cette gouvernance. Il y a des enjeux spécifiques pour l'espace francophone et c'est ces enjeux que nous voulons évoquer, que nous voulons explorer aujourd'hui. Trois thématiques principales. La question de l'inclusion numérique, puisque comme cela a été aussi beaucoup répété lors des différentes réunions, ateliers de cet IGF, 2,6 milliards 600 millions de personnes aujourd'hui n'ont pas accès à Internet, mais au-delà de ce chiffre, il y a toutes sortes de fractures, de formes de fractures numériques. Il y a un enjeu extrêmement important aussi pour ce qui concerne l'espace francophone, et ça sera notre deuxième thématique, sur le fait de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Et je ne parle pas ici uniquement du français. Vous savez que l'espace francophone comprend un grand nombre de langues, un grand nombre de cultures. À l'heure où se développent les intelligences artificielles génératives qui s'appuient sur les données numériques existantes, c'est extrêmement important de savoir comment nous allons là aussi faire face à ce défi. Et enfin, bien entendu, la question de la gouvernance des données, puisque c'est la matière première finalement à partir de laquelle sont construites ces intelligences artificielles. Nous allons aborder successivement ces trois points. Alors nous avons autour de la table une partie de nos intervenants, d'autres sont en route encore, et je voudrais en particulier souligner la présence de son Excellence Monsieur le ministre Michel Boucard, qui est le ministre des télécommunications. Attention, je ne peux pas me tromper, hein. Non, c'est le ministre des télécommunications, de la transformation de l'administration et de l'économie numérique. C'est pas dans le bon ordre, mais tout y est. De la République du Tchad, qui nous fait l'honneur de sa présence, à sa droite, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du numérique pour la France, Henri Verdier, et je pense que nous avons également à côté de nous Monsieur le coordonnateur pour IGF pour l'Afrique centrale, et en ligne. Il interviendra depuis Montréal où il se trouve, le professeur Destiny Chewali, professeur à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste des enjeux de diversité et de découvrabilité. Notre collègue Maktar Sek
de la... Mais c'est Maktar qui est là. Ah pardon, je n'avais pas vu, parce que Henri cache tout le monde. Donc Maktar est là, non, c'est Michel qui nous manque, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Eh bien, on attaque sans plus attendre et je vais céder la parole sur cet enjeu de l'inclusion numérique, du défi que représente aujourd'hui encore le fait de pouvoir connecter tous nos territoires, y compris les territoires ruraux, le fait aussi de donner un accès réel au-delà de la connectivité, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont en mesure d'utiliser les outils et de les développer à leur tour. Je commencerai par donner la parole à Monsieur le ministre Michel Boucard parce que c'est le chantier principal que vous menez actuellement au Tchad, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Merci, merci Monsieur Henri. Monsieur l'ambassadeur en charge du numérique, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour parler du thème qui m'a été envoyé vers une évolution de la gouvernance internationale du numérique et de l'IA. Quel enjeu pour les pays de l'espace francophone? Inclusion, diversité culturelle, linguistique et gouvernance des données. Je pense que c'est un très bon thème, mais la reformulation que moi j'ai voulu mettre à votre disposition, c'est vers une évolution de la gouvernance internationale du numérique et de l'IA. Enjeu pour l'espace francophone. C'est quoi la francophonie? Il faut qu'on en parle un peu de ça, qui est assez intéressant, c'est-à-dire vers les années 60, 70, lorsque la plupart des pays africains ont commencé à avoir leur indépendance, il était question de, oui, avoir l'indépendance, mais de garder un lien culturel avec la France. C'est à quoi la création de l'OIF est arrivée vers les années 70 avec l'arrivée du président Pompidou qui a mis en marche la création de l'OIF, qui est l'ancienne comment on appelle, l'agence de coopération culturelle et technique. À cette époque, la coopération se construisait sur la culture, l'éducation et les relations politiques. Mais aujourd'hui, l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer ces liens, tout en posant de nouveaux défis. Comme l'a dit Léopold Sédar Senghor, la francophonie n'est pas un héritage, c'est une aventure à construire. Et le numérique et l'intelligence artificielle peuvent être des outils puissants pour cette aventure. Ils ne sont plus de ce monde, mais nous pensons qu'ils nous ont légué quand même quelque chose d'intéressant auquel nous devons nous accoucher à ça. Alors, quels sont les nouveaux enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle? Nous parlons de l'inclusion numérique. Malgré les progrès de nombreux pays francophones qui souffrent encore d'un accès limité au numérique, notamment en Afrique, l'OIF a mis en place tout un arsenal pour accompagner ce pays. Le programme Connect Africa, qui est soutenu par l'OIF, vise à développer les infrastructures numériques, les réseaux fibres optiques, les réseaux Internet, les fibres optiques pour favoriser l'accès à l'Internet dans les zones rurales. Alors, l'accès à l'Internet est la condition première pour que les populations puissent bénéficier de l'outil numérique et de l'intelligence artificielle. Un accès mondial à la culture. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous pouvons accéder à des œuvres de culturelles du monde entier en quelques clics. Exemple concret, nous avons sur YouTube, on peut écouter de la musique congolaise, regarder les courts-métrages sénégalaises, on peut découvrir les danses traditionnelles au Vietnam. Ces contenus sont souvent produits localement et trouvent un public intéressant au niveau international. Les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok permettent aux jeunes de valoriser leur culture. On voit par exemple des créateurs africains utiliser des langues locales dans leurs vidéos, ce qui contribue à leur reconnaissance. Alors, du point de vue culturel linguistique,
Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'Internet et l'IA, les données numériques et l'IA peuvent nous amener? Il y a les technologies numériques, notamment l'IA, qui sont souvent développées dans un contexte anglophone, ce qui menace la diversité culturelle, linguistique. Exemple concret, la reconnaissance vocale fonctionne beaucoup mieux en anglais qu'en français ou en langue africaine. Qu'est-ce que l'OIF peut mettre en exergue une plateforme qui pourra engager ou bien corriger ceci. L'OIF encourage le développement de contenus et des outils numériques adaptés aux langues francophones et locales, par exemple le Wolof, le Bambara ou bien le dialecte l'arabe au Tchad, qui préservent ainsi les richesses culturelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut penser de l'OIF s'agissant du projet? Il est nécessaire des créations de bases de données linguistiques francophones pour entraîner les IA plus inclusives. Ceci peut se déboucher sur des exemples pratiques. Des jeunes au Burkina Faso créent par exemple le podcast en français et en moré pour parler de leur quotidien, de leurs coutumes ou débattre des sujets de société. Ces contenus sont en Afrique mais aussi en France et au Canada. C'est une révolution. On ne dépend plus des grandes maisons d'édition ou de chaînes. Tout le monde peut créer et diffuser. L'OIF, qui est notre espace commun, peut se mettre en exergue pour mettre en place toute cette synergie. S'agissant de la gouvernance des données et des souverainetés numériques, la collecte massive de données pose des questions de souveraineté et de respect des droits citoyens. Le Tchad et d'autres pays francophones adoptent des législations pour protéger des données personnelles. L'OIF, où est sa place? L'OIF peut militer pour une gouvernance internationale des données qui prennent en compte des spécificités culturelles et le respect des diversités. Enfin, pour chuter, il faut que nous parlions un peu de la gouvernance internationale, du numérique et de l'IA, un espace à co-construire. Le rôle des institutions internationales telles que l'OIF ou l'UNESCO travaille à promouvoir une gouvernance plus équilibrée qui respecte toutes les cultures. L'exemple concret, l'OIF a lancé le programme des déclics qui forme des jeunes francophones au numérique pour qu'ils deviennent eux-mêmes créateurs de contenu culturel. Mais ce projet, je pense que l'OIF doit réfléchir pour que ça puisse atteindre beaucoup de pays francophones qui ne sont pas insérés dans ce projet. Par exemple, le cas de mon pays, le Tchad, nous, on en a besoin parce que ce projet n'est pas arrivé. Et j'aurai l'occasion peut-être en Genève, essayer d'échanger avec les responsables en charge pour que si vous voulez que notre espace puisse grandir, puisse avoir des impacts significatifs au niveau de notre espace francophone, qui est totalement différent de nos Commonwealth, parce que l'origine était d'abord des Africains. Le père fondateur Houphouët Boigny, Léopold Sédar Senghor et Amani Djouri, c'est eux qui avaient porté cette flambeau pour qu'on arrive à cet espace francophone. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit maintenant pour l'OIF aujourd'hui? On se rend compte qu'on est un peu en arrière. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle du numérique, nous pouvons, à travers l'OIF, faire régénérer encore ce système qui est un peu resté dans la bureaucratie, avec des projets très concrets, surtout l'OIF avec son programme de déclic. Si on le gère bien, on pourra atteindre cet espace. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez couvert tout le champ, là, hein, toutes les problématiques. On va continuer peut-être dans un premier temps sur l'inclusion. Bon, en même temps, je laisse nos intervenants donner leur point de vue. Encore une fois, l'idée, c'est aussi dans le débat qui va suivre que nous puissions formuler les propositions et les attentes que nous avons les uns les autres par rapport à ce que nous pouvons faire en commun. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, les francophones se retrouveront la semaine prochaine à Genève, juste avant le sommet, la 20e réunion suivie du sommet mondial
mondial sur la société de l'information pour précisément se concerter sur ces questions. Mais ça commence ici, ça commence maintenant, le débat est lancé. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Oui, mais je vais refuser ta règle du jeu, Henri, parce que monsieur le ministre m'a donné envie de repartir de votre propos, monsieur le ministre. Je dirai un tout petit mot de l'inclusivité à la fin. Je trouve que vous avez raison, infiniment raison, de revenir à l'histoire de la francophonie et à l'Agence de coopération culturelle et technique de 1970. Et je trouve que vous avez été bien aimable de citer le président Pompidou, parce que la vérité, c'est quand même que 4 immenses chefs d'État, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Amani Diori et Norodom Sihanouk, ont imposé à la France l'idée que cette langue française n'appartient pas à la France, que c'est quelque chose que nous avons en commun. C'est un commun au sens où on va parler dans un instant de commun numérique, c'est-à-dire tout le monde a le droit de s'en servir et chacun qui s'en sert a le droit de la modifier et elle vivra de ça. Et je pense que ce geste a sauvé la langue française d'un certain point de vue, parce qu'elle s'est enrichie de ses nuances, de ses créolités, de ses... Hier, j'ai pris un taxi avec mon équipe, norvégien, et le chauffeur m'a dit « Oh, you are French, Aya Nakamura !» Et il m'a félicité de cette grande chanteuse française qu'est Aya Nakamura, ici en Norvège. Voilà le monde qui a été autorisé par la francophonie. Et je me suis souvent demandé quelle devrait être la note principale de la francophonie numérique, et ce serait peut-être de se rappeler que cette histoire où nous avons protégé, étendu et fait vivre un commun. Parce que finalement, ce numérique dans lequel nous vivons, et qui est porteur de beaucoup de bénéfices, il est né comme un commun. Il est né avec des grands câbles transatlantiques qui étaient cofinancés, mais qui appartenaient à personne. Il est né avec des standards ouverts, le protocole TCP/IP, le web. Il est né avec des contenus gratuits, il est né dans une logique de coopération et de contribution extraordinaire. Et aujourd'hui, il est menacé. Il est menacé de toutes parts. Il est menacé de... En anglais, on dit weaponization. J'ai jamais trouvé la parfaite traduction de weaponization. Il est détourné à des fins de confrontation par un certain nombre de puissances étatiques. Il est un terrain de jeu privilégié pour certains acteurs malveillants. Et surtout, il est capturé par des monopoles industriels gigantesques. Et je crois, je le dis, qu'aucun État, même les États-Unis d'ailleurs, n'est prêt à réguler des entreprises qui pèsent 1000 milliards de dollars et qui se considèrent désormais comme des acteurs politiques privés et qui considèrent qu'elles ont le droit de peser sur l'ordre géopolitique du monde. Nous ne sommes pas prêts, conceptuellement et méthodologiquement. On progresse, hein, et on progresse vite, mais on n'avait jamais eu à faire face à cela, sauf peut-être il y a très longtemps avec la North Indian Company qui a tenté de contrôler la route des épices avec la puissance que l'on sait. Et d'ailleurs, la seule manière dont la reine Victoria a réussi à contrôler la Compagnie des Indes, c'est en supprimant la Compagnie des Indes. Les États n'ont jamais réussi à la contrôler vraiment, quoi. Ils ont fini par l'interdire. Et donc, j'ai envie de partir de ce que vient de dire Monsieur le Ministre et de dire c'est peut-être ça notre origine et notre destin commun. Il y a des choses qui sont du commun et dont nous souhaitons que ça reste du commun, que tout le monde ait le droit de s'en servir et que tout le monde ait le droit d'y contribuer. Et c'est assez simple finalement, parce que ça va nous servir de boussole sur beaucoup des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Et si j'en viens à l'inclusivité, d'abord effectivement, il est non éthique de laisser presque 2 milliards d'humains encore en dehors de ce chemin de révolution numérique, et donc l'accessibilité au sens le plus simple du terme doit rester une priorité fondamentale. Et on peut peut-être enrichir de quelques idées ce constat, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une fibre optique dans son salon. D'abord, on peut peut-être quand même prendre aussi une culture de réflexion à une connectivité un peu frugale. Je parlais hier avec mes amis indiens qui ont conçu les infrastructures publiques numériques en Inde. Ils me disaient il faut aussi prévoir des chemins, eux ils parlent de phygital, qui savent hybrider un peu le physique et le digital pour qu'on puisse utiliser un service numérique avec un téléphone même si on n'a pas de connexion. C'est possible, on flash quelque chose et puis on attend d'être devant du Wi-Fi pour pouvoir s'en servir. Enfin, on peut dans le design mettre des choses qui tiennent compte du fait que
la connectivité parfaite ne sera pas là demain matin. Or, les gens, ils ont des droits aujourd'hui, quoi. Donc, on peut introduire cette culture de frugalité. On peut se dire qu'il ne suffit pas d'avoir de la fibre, mais qu'il y a finalement une sorte d'infrastructure du numérique, des choses comme l'identité, le paiement, sur lesquels il faut qu'on ait un regard si on souhaite à la fois que les gens en bénéficient, mais aussi que ce ne soit pas propriété privée de une ou deux gigantesques entreprises. Donc l'idée qu'il faut des infrastructures publiques numériques, une petite couche de services publics par-dessus les fibres, me semble faire partie d'un projet de connectivité. Et puis bien sûr, j'ai souvent entendu parler de, alors plutôt en anglais, mais souvent dans l'environnement OIF, meaningful connectivity, une connectivité qui ait du sens, parce qu'il ne suffit pas d'être un consommateur passif qui reçoit des contenus. Il faut qu'on ait le droit que cette connectivité serve à l'émancipation, à l'auto-organisation, à des solidarités locales. Et pour ça, il faut quand même des programmes d'encouragement des innovateurs, d'accompagnement des communautés, de partage de capacités qui vont avec l'arrivée de l'accès à Internet. Mais je trouve, et je termine, je le redis, vous avez raison de rappeler d'où nous venons et ça peut vraiment servir de boussole au combat numérique. Merci beaucoup, cher Henri, et nous poursuivons ce premier tour de table en donnant la parole à Monsieur Maktarsek, qui est le chef de la section des technologies et de l'innovation au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, basée à Addis Abeba, qui a une longue expérience de ces enjeux, qui a suivi l'évolution du modèle de gouvernance et de chacune des priorités qui sont évoquées ici depuis longtemps, qui connaît bien les acteurs. Alors, vous, par rapport au tournant, alors c'est peut-être un tournant qui n'est pas toujours perçu, mais qui me semble-t-il est effectif, avec l'adoption du pacte numérique, qui signifie quand même un rôle nouveau, un rôle un peu différent de la part des États dans un processus qui est spécifiquement intergouvernemental. En même temps, une réflexion au sein du système multi-acteurs, et ici notamment pour voir comment s'adapter à cela. Comment vous voyez justement ces défis spécifiques pour l'espace francophone? Merci beaucoup. C'est avec un plaisir que je participe à cette importante discussion sur l'espace francophonie, l'espace francophone, comment le numérique et en particulier l'intelligence artificielle peuvent révolutionner le monde de la francophonie, en lumière avec l'adoption du pacte numérique dont vous avez cité, vous venez de citer, et aussi le rôle des différents acteurs, organisations internationales au niveau de la mise en œuvre de ce pacte numérique et surtout le rôle de la francophonie dans cet espace. Je vous rappelle que l'espace francophonie est un grand marché, plus d'1 milliard de population. Et je pense que le PIB il représente 16 à 15% du PIB mondial, ce qui est extrêmement important. Mais nous sommes confrontés depuis des décennies à beaucoup de problèmes par nos pays francophones, par la majorité des pays francophones, dans l'adaptation et de l'adoption de ces technologies numériques. D'abord, on l'a cité, la question des infrastructures. Le problème d'infrastructure ne se situe même pas au niveau du pays, mais aussi au niveau des régions et au niveau aussi de la population. Donc, ce problème existe depuis très longtemps, avec l'objectif 1 du pacte numérique, de promouvoir la connectivité. Je pense que des organisations comme la francophonie peuvent travailler avec d'autres organisations pour voir comment étendre les infrastructures au niveau du monde rural et au niveau des pays francophones. Ceci peut se faire par plusieurs manières. Je pense qu'il y a un déficit au niveau de la fibre optique. Pourquoi pas regrouper les pays ensemble ou bien les organisations régionales pour mettre en place des fibres optiques partagées. Aussi, la question des données, c'est très important.
si les pays francophones veulent maîtriser aussi cette IA, il y a la bataille des données en mettant en place les centres de données adéquats. Et c'est un manque aussi au niveau de certains pays francophones. Et comme le ministre l'a rappelé, je pense qu'il y a lieu pour qu'il y ait une coordination de la francophone parmi les pays pour qu'on puisse avoir des centres de données régionales ou bien un centre de data pour la francophonie. Et aussi, la question de l'infrastructure n'est pas seulement liée aux infrastructures physiques, il y a aussi la question d'électricité qu'il ne faut pas oublier. Bon, il y a différentes initiatives entretenues par la francophonie dans ce domaine, mais c'est un problème important aussi dans ces États membres. Un autre point qu'il faut, c'est la réglementation. Parce qu'on a besoin d'une nouvelle forme de réglementation au niveau de cette technologie numérique. Et c'est là où je pense que la francophonie a un rôle important avec leur stratégie numérique qu'ils ont adoptée pour voir comment on peut aider les pays francophones pour s'inspirer des cas pratiques et des success stories dans les autres pays pour arriver à une réglementation adéquate de ces nouvelles technologies, surtout l'intelligence artificielle, la blockchain et autres technologies émergentes. Et ceci conduit à une nouvelle forme de développement ou bien de définition de la régulation centrée par des approches spécifiques. Comment on peut faire pour promouvoir l'innovation avec ça, la réglementation, et c'est un point sur lequel je pense que la francophonie a beaucoup d'atouts. Un autre point sur lequel je pense qu'il est important, c'est au niveau de l'inclusion. Comment ces technologies peuvent aider à l'inclusion au niveau de l'espace francophone. C'est un espace où il y a plusieurs langues, plus de 1000 langues. Hein? Il y en a qui disent même 2000 langues, mais je peux vous donner quelques cas. Par exemple, vous prenez le pays comme la RDC, ils ont 250 langues locales. Le pays comme le Cameroun, ils ont 200 langues. Prenez les pays de l'espace de l'Afrique de l'Ouest, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils ont entre 10 et 15 langues. Donc c'est un grand atout pour le continent et pour l'inclusion aussi. Comment on peut parvenir à faire de ces langues locales grâce à l'IA un outil de développement au niveau de l'espace francophone. Le développement continu, la francophonie apporte beaucoup d'efforts pour appuyer le développement des contenus locaux et je pense que l'IA est un moyen pour la francophonie de parachever ce développement des contenus locaux qui vont créer non seulement de la valeur ajoutée pour les populations, mais aussi créer des emplois parce que dans ces pays, le nombre de jeunes est extrêmement élevé et par le biais de ces technologies, on peut créer beaucoup d'emplois pour ces jeunes. Recherche et développement. C'est très important qu'on appuie la recherche et le développement. C'est la partie manquante. Et pour qu'on puisse faire nos propres outils IA en Afrique francophone, il faut que les gens puissent promouvoir la recherche et le développement. Et je pense que la francophone a un rôle important à jouer, compte tenu de vos avancées dans des pays comme la France, la Belgique, le Canada. Il faut aider à promouvoir cette recherche-développement au niveau de l'espace francophone afin que la majeure partie des francophones puissent développer des outils propres à leurs besoins. Et aussi la compétence. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la francophonie sur le développement des logiciels libres, mais avec l'ère des technologies de l'information, on a besoin de former plus de jeunes dans ces nouvelles technologies, dans l'IA. Et ça, c'est quelque part où la francophonie a un rôle important à jouer. Bien sûr, la francophonie ne pourra tout faire. Donc, il faudra travailler avec des organisations multilatérales, bilatérales, pour voir comment on peut faire des aides pour que l'aide puisse avoir plus d'impact dans ces pays francophones. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Et je pense que le problème de l'inclusion et de la langue est extrêmement important. On a vu dans l'IGF, la présence francophone n'est pas élevée et on a besoin de faire quelque chose. Et l'IA est là pour aider. Merci. Merci beaucoup. On va y revenir en effet, mais continuons sur la question précisément de la langue et de la diversité. And now I will switch briefly to English because we are going to invite our colleague Destiny, and it's in order that the technician know that they have to connect him. Donc on va traverser l'Atlantique pour aller retrouver le professeur Destiny Chewali. Destiny, est-ce que tu m'entends?
Oui, monsieur l'ambassadeur, je vous entends Ah, parfaitement. on te voit, on ne t'entend pas. Oui, ah, on l'entend dans le casque, bien sûr. Bien sûr. Ok, super. Bienvenue. Merci beaucoup d'être parmi nous. Il est tôt encore à Montréal, mais je te vois vaillant là. Donc, tu as entendu que cet enjeu de la diversité, de ce patrimoine excellent, génial, et en même temps peut-être encombrant, là par rapport à la problématique de l'intelligence artificielle se pose. Quelles sont tes réflexions à ce propos? Merci, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Henri. Bonjour à toutes et à tous. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, ambassadeur et distingués panélistes et participants. Je regrette de ne pas être avec vous en personne, mais je me sens très privilégié quand même de pouvoir prendre part à cette discussion, à cette concertation, je dirais, qui est très précieuse pour la francophonie. Alors, par rapport à tous les échanges précédents et à la question sur laquelle tu me lances, cher Henri. J'aimerais simplement rebondir sur le fait que nous sommes tous préoccupés actuellement par rapport à l'évolution très rapide des technologies numériques, lesquelles sont en train de bouleverser littéralement la manière dont nous accédons à nos contenus francophones en ligne, à nos cultures, à nos langues dans l'environnement numérique. Et si jusqu'ici on se réjouissait du fait que le français est quand même la quatrième langue de l'Internet, avec à peu près 6% de contenu derrière l'anglais qui est à peu près autour de 30% environ, le chinois, l'espagnol. On peut quand même continuer à se préoccuper par rapport à une certaine urgence d'agir, parce qu'on se rend compte que le web, l'environnement numérique, le cyberespace ne génère pas spontanément de la diversité. Et l'accès à la diversité est tributaire finalement d'un enjeu que nous avions nommé ici au Québec d'enjeu de découvrabilité, qui par ailleurs a été déjà bien réapproprié partout ailleurs dans la francophonie. Et la découvrabilité, ça réfère à quoi? Ça réfère finalement à la disponibilité de nos contenus à leur présence en ligne, mais surtout à la capacité de se faire recommander ces contenus, notamment quand on n'en connaissait pas l'existence préalablement. En gros, ça revient simplement à se poser la question de savoir, et j'avoue que c'est aussi une question d'inclusion, hein, c'est de savoir, mais un contenu dont je n'avais pas la connaissance, quelle est la probabilité que je puisse le découvrir et y accéder parmi ces 6% de contenu francophone disponible par exemple en ligne. Et c'est ici que on souligne l'importance d'activer des leviers justement de gouvernance, parce que la découvrabilité est un enjeu éminemment politique, un enjeu de politique culturelle, et il importe justement de pouvoir travailler de concert à la fois les décideurs publics, les politiques, mais aussi les propriétaires de plateformes, la société civile, les acteurs du numérique dans leur ensemble, pour justement trouver des solutions adéquates afin d'optimiser cette découvrabilité. Parce que la menace actuellement, et l'ambassadeur Henri Verdier le soulignait, il y a menace. La menace aujourd'hui, c'est celle justement de tout ce que nous avons considéré comme acquis au cours des dernières années, acquis au fruit de longues batailles en matière de promotion et de préservation de la diversité culturelle et linguistique, mais qui sont aujourd'hui totalement menacés parce que on a des algorithmes, par exemple, de recommandation des plateformes numériques qui ont tendance à promouvoir, à mettre davantage en avant et rendre davantage visibles des contenus autres que francophones. Je terminerai simplement dans cette première partie, et pour refaire le lien avec la dimension d'inclusion, d'accessibilité, sur la nécessité, hein, plus que jamais, de pouvoir justement
mettre en place des mesures, des règles. C'est très important de pouvoir s'entendre en tant que francophone sur les critères nécessaires pour déterminer ce qui constitue ou pas des contenus diversifiés francophones, donc dans différentes langues qui caractérisent la francophonie, de savoir dans quelle proportion, en tant que gouvernement, nous souhaiterons que les plateformes mettent en avant quelle quantité, quelle proportion de contenus nationaux ils pourraient mettre en avant quand ils offrent des services de diffusion et de distribution sur nos territoires. Évidemment, de réduire les biais et les discriminations qui sont à la fois linguistiques, mais aussi beaucoup technologiques, en améliorant justement ces systèmes de recommandations automatisés, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà, je m'arrête d'abord là et je suis certain que nous allons entrer en profondeur dans d'autres considérations, toujours en lien avec ces questions. Merci. Merci beaucoup, merci Destiny. Nous revenons vers toi dans un instant, mais je voudrais, pour ma part, que l'on traite peut-être un tout petit peu plus en profondeur la question de la gouvernance des données, parce que autant on a parlé d'inclusion, de diversité, là vous avez parlé dans vos introductions respectives, autant l'enjeu de la gouvernance des données reste un sujet au contour encore très mal défini. L'acteur et producteur Joseph Gordon-Levitt, qui intervenait lors de l'ouverture de cet IGF mardi matin, a dit mais nous sommes entrés dans un schéma où finalement nous sommes habitués au fait que les entreprises, ces minotaures du numérique se nourrissent de nos données et il apparaît presque impossible aujourd'hui de changer les règles. Il apparaît presque impossible de leur dire mais écoutez, ça ce sont nos données, elles ne peuvent être utilisées qu'à certaines conditions, avec rémunération, elles ne peuvent pas être utilisées dans certains cas et ces données elles sont fondamentales par rapport à tous les éléments que vous avez évoqués. Si on n'arrive pas à pouvoir les gérer, on se retrouve quand même dans une situation de dépendance et une difficulté à construire une offre numérique, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Pour ma part, j'ai l'habitude d'expliquer, je sais que nous partageons ce point de vue avec Henri Verdier, d'expliquer à mes collègues européens qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aujourd'hui des acteurs colonisés par d'autres acteurs en matière de numérique à leur tour, et qu'il est essentiel d'avoir une maîtrise des données. Est-ce que vous pensez que ça peut être changé et est-ce que vous pensez que dans le contexte où nous sommes maintenant, à la fois le contexte géopolitique mais aussi le cadre décisionnel qui s'annonce avec notamment un débat au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le dialogue pour l'IA et sur l'architecture du modèle de gouvernance en décembre prochain, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que les francophones et peut-être d'autres, les hispanophones, les lusophones, d'autres encore, se mobiliser sur cette question de la gouvernance des données? Je vais peut-être donner cette fois la parole à l'ambassadeur Verdier, puis on ira vers Monsieur Sec et on terminera avec Monsieur le ministre et Destiny. Je vais être très bref parce que finalement nous sommes largement consensuels, donc je vais me contenter de pousser quelques idées supplémentaires en sachant que sur le cœur nous sommes d'accord. Je reste un instant sur la découvrabilité juste pour dire que le propos était éloquent. On a aussi entendu que les contenus francophones font 6% des contenus du web, donc on a un problème, c'est qu'à la fois il y a un problème de découvrabilité mais aussi un problème d'offre et un problème d'accessibilité et qu'ils sont liés. Et je pense qu'il faut travailler l'ensemble. Plus il y aura de gens qui accéderont au web, plus il y aura de requêtes en français, plus il y aura de contenu en français, plus on les trouvera et plus on se battra pour la découvrabilité. Enfin, tout ça peut faire un cercle vertueux. Et je vérifiais là, en France par exemple, il y a 3 ans seulement, c'est tard, on a pris nos responsabilités et on a décidé que Netflix était un service audiovisuel comme les autres et qu'ils avaient des obligations de production en langue française. Et donc maintenant, Netflix est obligé par la loi d'investir dans la production de cinéma en langue française. Et les télévisions avaient déjà ces obligations-là. C'était normal d'étendre l'obligation et tout le monde s'en trouve bien, je crois, y compris Netflix d'ailleurs. Sur ta question sur la donnée, oui, c'est très important. Le problème d'abord, c'est qu'il y a
beaucoup d'enceintes où on parle de gouvernance de la donnée sans qu'on la précise toujours très très bien. Donc moi j'ai envie de partager avec vous l'idée que pour moi il y a 3 enjeux dans la gouvernance de la donnée. Il y a d'abord bien sûr la protection de la vie privée et d'ailleurs on pourrait dire de tous les secrets légaux parce que la vie privée c'est un secret légal mais la propriété industrielle c'en est un autre, la sécurité nationale c'en est un troisième et il y a un certain nombre de secrets que nous avons décidé de protéger par la loi et qui doivent rester protégés dans le monde numérique. Le deuxième, c'est ce que je disais en introduction, ce qui était commun doit rester commun. Enfin, on voit quand même qu'il y a des mouvements de capture de la connaissance, de la connaissance que nous avions en commun dans l'humanité. Alors l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle, c'est pas qu'ils nous volent les données, mais s'ils construisent la seule autoroute d'accès aux données et que si on n'a pas d'intelligence artificielle ouverte ou en langue française et qu'on est obligé de prendre le petit sentier de montagne, c'est comme s'il y avait eu capture de la connaissance. Donc cette idée que nous avons l'obligation d'être certains qu'il restera une égalité dans l'accès à la connaissance et à l'information, elle est très importante et c'est aussi un sujet de gouvernance de la donnée. Et puis le troisième, c'est le partage de la valeur. Parce qu'en fait, on nous dit, plus vous ferez circuler les données, plus on créera de valeur. Ce qui est vrai l'un dans l'autre. Plus il y a des gens qui cherchent à faire des choses avec les données, plus on va créer de valeur. Mais la question est où sera créée la valeur et est-ce qu'elle sera créée par exemple ou est-ce qu'elle retombera dans les pays dont viennent les données? C'est une vraie question. Et là-dessus, je termine avec ça. Vous savez que nous avions il y a quelques mois le sommet pour l'action sur l'IA à Paris et nous avons eu le privilège de monter une petite session de dialogue avec une dizaine de ministres du numérique africain, mais alors vous n'étiez pas là, monsieur le ministre, et avec une quinzaine de startups. Et j'ai entendu quelque chose d'extrêmement important, c'était monsieur Sam George, le ministre du numérique du Ghana, qui a dit « L'Afrique, au fond, on a un double problème. Comme vous voyez, ce n'est pas que la francophonie, là. On a un double problème. D'abord, nos données ne sont pas assez exposées, et donc on n'est pas certain que les gens qui développent des solutions avec l'intelligence artificielle vont trouver des solutions pour nous. Mais deuxièmement, si on ouvre grand, si on fabrique les données et si on les ouvre en grand, il y a aussi un risque qu'on nous les vole et qu'on nous les capture et qu'on domine notre économie. Et il disait, et en fait, nous devrions concevoir l'infrastructure africaine d'exposition des données africaines. Donc trouver un moyen d'avoir des grandes infrastructures publiques en disant les données africaines, elles sont là, venez, c'est facile, vous pouvez vous en servir, vous pouvez innover, mais vous ne pourrez pas les capturer et les privatiser à votre profit parce que c'est une infrastructure publique et continentale et intergouvernementale. Et donc, il y a des règles du jeu et vous pouvez interroger ces bases de données, mais vous ne pouvez pas les voler. Je crois que c'est un chemin qui mériterait vraiment d'être exploré et que l'espace francophone mériterait de se mobiliser pour apporter sa contribution avec Smart Africa et avec d'autres à cette réflexion. Merci beaucoup. Oui, Johan Courbalia, que beaucoup d'entre vous connaissent, le directeur de la Diplo Foundation, expliquait hier que pour lui, l'enjeu, en effet, est bien au-delà des données aujourd'hui, c'est l'enjeu de la connaissance. La connaissance était jusque-là un monopole public, faisait l'objet d'investissements publics considérables et d'un travail qui mettait au premier plan des infrastructures et de la recherche publique. Et aujourd'hui, c'est un domaine qui est largement capté par le secteur privé à travers l'industrie numérique et l'IA. Est-ce que c'est aussi votre point de vue, Monsieur Seck? Oui, il a parfaitement raison et je suis d'accord aussi avec l'ambassadeur sur sa réflexion sur les données parce que les données, ça va au-delà de la souveraineté, c'est lié aussi à la souveraineté numérique. Sans données, sans la maîtrise de vos données, vous n'avez pas une souveraineté numérique dans le monde actuel. Et la majorité des pays francophones qui sont en Afrique font face à ces difficultés de la gouvernance des données et surtout de la création de données. Parce qu'en général, on n'a pas beaucoup de données sur le continent. On n'arrive pas à aller prendre les données. Vous pouvez prendre un exemple. Vous allez dans n'importe quel pays, vous allez vous demander une donnée. Par rapport à 3 institutions, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même nombre qu'ils vous donnent. Sur la population, quelqu'un vous donne un nombre, un autre vous donne un autre différent. Sur le PIB, même chose. Sur l'inflation. Donc, en vrai, c'est pareil en France. Il y a 3 ministères qui ont 3... Quand vous leur demandez combien il y a de communes en France, ils ont 3 réponses différentes. Et si vous n'avez pas les bonnes données, vous ne pouvez pas bâtir
une politique. Vous ne pouvez pas bâtir un plan de développement adéquat et durable. Donc il nous faut d'abord la bataille d'avoir des données correctes. C'est un. Deux, il faudra qu'on arrive à maîtriser nos données et à gouverner les données. Ça, c'est extrêmement important. Qui a besoin des données? Quelles sont les données qui sont publiques? Quelles sont les données qui ne sont pas publiques? Comment les gens vont utiliser nos données? Surtout au niveau de la protection de la vie privée. Ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans plusieurs pays de la francophonie en Afrique. Il y a un problème sur la protection des données privées. Le deuxième point, quand on arrive à faire la bonne gouvernance, comment on va faire le marché des données? Comment structurer ce marché de données? Comment ces données peuvent aider à créer une valeur ajoutée, à créer plus d'emplois, surtout pour la jeune génération? Comment ces données peuvent permettre au gouvernement de mettre en place des politiques de développement dans le futur avec des données adéquates? Et c'est là où je pense que la francophonie a un rôle important à jouer au niveau de la gouvernance des données de l'espace francophone. Un seul pays ne peut pas faire la gouvernance des données. Parce que c'est des données, on est dans un espace ouvert. Il faut des ensembles régionaux et des blocs comme la francophonie pour développer un cadre de la gouvernance des données où chacun va voir son intérêt. Parce que les données sont chez Facebook, les données sont chez Amazon, chez Google. On ne peut pas un seul pays négocier avec Google. C'est pas possible. Il faudra que la francophonie joue ce rôle, avec d'autres organisations bien sûr, pour puisse aider les pays francophones à discuter, à avoir le niveau d'information nécessaire, on ne l'a pas encore, et aussi regarder leurs intérêts par rapport aux données qui sont véhiculées par ces différentes entités. Merci. Merci. I will go again to Montreal in order to have Destiny's view on this question. Et ensuite, Monsieur le Ministre, je vous demanderai de bien vouloir aussi donner votre point de vue parce que, in fine, quand Monsieur Seck nous dit qu'il est important que la francophonie et d'autres organisations agissent, ces organisations, elles sont intergouvernementales. Donc c'est la volonté des États qui doit se manifester à travers elles. Et donc nous avons besoin aussi, évidemment, collectivement, que nos gouvernements, que nos ministres s'impliquent dans ce sens. Destiny est-il là? Is Destiny... ok, vas-y mon cher Destiny. Merci. Effectivement, l'enjeu de la gouvernance de données, il est tout aussi crucial quand on parle de souveraineté numérique, de souveraineté des données, mais même aussi de souveraineté culturelle. Vous savez, la gouvernance des données aujourd'hui, c'est un enjeu géopolitique majeur qui est en train de redéfinir vraiment les rapports de force entre les États et les entreprises technologiques, les géants technologiques. Et particulièrement dans le contexte du développement de l'IA, ce qui est préoccupant, c'est de voir un peu les effets au niveau de l'entraînement des modèles. On sait que la centralité des données, par exemple, dans l'écosystème de l'IA, induit parfois des biais parce que c'est la matière première, hein, c'est l'input, c'est la matière première nécessaire au fonctionnement même des modèles. Et s'ils ne sont pas bien accompagnés, s'ils ne sont pas maîtrisés, parfois aussi, dépendamment aussi des enjeux de localisation de ces données, et évidemment, ça a des impacts sur l'exploitation qu'on en fait de tout le potentiel. Et les données d'entraînement, quand on parle d'IA, c'est des travaux sur lesquels nous nous penchons au niveau de notre chaire de recherche du Québec sur l'IA et le numérique francophone, sont très importants à prendre en considération quand on parle d'apprentissage des machines, de machine learning, apprendre à l'algorithme à apprendre et à détecter des modèles ou à prédire par exemple des résultats, à recommander des contenus quand il s'agit de découvrabilité. Tout ça se fait sur la base de données qui sont étiquetées, sur la base de métadonnées
de processus de référencement, etc. Et qui crée des liens finalement aussi donc entre ces différentes couches de données là. Et là où il y a des risques aujourd'hui, si je prends l'exemple du domaine de la traduction automatique, on se rend compte que les modèles d'IA sont souvent entraînés principalement sur des données anglophones ou de corpus anglophones, et donc là, les langues dites à faible ressource ne sont pas assez prises en compte, et donc il y a des performances inégales au niveau des résultats de ces modèles et de ces processus, par exemple, de traduction automatique. Et donc voilà, ça interpelle une fois encore la nécessité d'avoir des réponses réglementaires et stratégiques. Et une fois encore, il ne faut pas que ces réponses soient isolées. Bien évidemment, l'enjeu de souveraineté peut être national, mais éminemment par rapport à l'IA et aux géants mondiaux de l'IA, les cadres réglementaires à construire doivent être aussi faits, surtout sur la question de la gouvernance des données, par exemple, à une échelle beaucoup plus multilatérale, notamment. Merci beaucoup, Destiny. Comme promis, Monsieur le Ministre, je reviens vers vous. Alors, sur cette question de la gouvernance des données, peut-on envisager une initiative commune de ou des ministres, on peut rêver, de l'ensemble des ministres de l'espace francophone pour porter le dossier et pour attendre, bien sûr, de votre organisation, de l'OIF, mais aussi des organisations internationales concernées, qu'elles portent vraiment le sujet. Merci beaucoup. Moi, je vais sauter un peu sur les dites et les de l'ambassadeur Verdier et de SEC. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui posons problème dans notre espace francophone. Je crois que la francophonie, comme disait, j'ai cité le Paul Sédar, Senghor, la francophonie, c'est pas un héritage, mais c'est une aventure. Et cette aventure tombe à pic avec l'arrivée de l'Internet et de numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, on doit saisir cette aventure-là pour faire de la francophonie un espace solide. J'assiste quelquefois à des conférences internationales sur le numérique. Alors, dites-moi, Verdier, est-ce que le ministre en charge du numérique de la France est toujours occupé? Il peut venir. Il peut assister quand même à ces conférences où il y a des grandes décisions qui se prennent. Par exemple, sur le pacte numérique, ils sont toujours absents. Nous avons à peu près en 2030, je pense que les pays parlant la langue française sont à peu près 600 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas imaginer cette langue internationale de communication qui fait notre richesse, qui est une culture pour nous. On est toujours absent. On est fiers d'être francophone. Et l'arrivée du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est une opportunité à porter haut cet espace. Mais pour réussir, il nous faut, une solide concertation, laissant de côté la politique. Ça, c'est autre chose. Mais privilégier quand même cet espace francophone qui peut nous amener à aller plus loin. Nous ne pouvons pas aller arracher les données au niveau de GAFT, au niveau de Google et autres, sans qu'il y ait une concertation solide. Quelquefois, ça peut nous amener à des arbitrages. Et pour aller à des arbitrages, il nous faut quand même mettre en exergue tous ces pays en charge de l'espace francophone qui gèrent le numérique pour défendre le dossier. La gouvernance des bases de données, c'est également la culture. Et cette culture nécessite à ce qu'il y ait une concertation vraiment dense dans nos espaces pour aller en avant. Alors, comment il faut faire? C'est ça où ça semble être intéressant. Nous avons dans certains pays, ils ont des data centers qui hébergent déjà des données.
Alors, dans d'autres pays, ils sont en train de construire. Comment faire en sorte que dans chaque pays ou bien dans chaque zone de la francophonie, qu'on puisse héberger des données. Les États-Unis en ont combien? Leurs data, ils ont à peu près 2500 quelques data centres. L'Afrique en dispose combien? La Chine, l'Europe, la France, vous en avez combien? À peu près, je ne sais pas, 250 ou 300 data centres. Mais comment il faut faire pour donner d'abord confiance dans l'espace francophone? Parce qu'il s'agit des données. Et quand il s'agit des données, il y a des données culturelles, il y a des données de protection qu'il le faut. J'évoquais avant-hier. Aujourd'hui, l'arrivée de l'IA peut nous amener à réfléchir à quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous trouvez normal que nos politiques, grâce à l'intelligence artificielle, retrouvent leurs données imagées sur l'Internet? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit décider? N'est-ce pas? Donc, on peut déjà commencer à réfléchir au niveau de notre espace francophone pour être un peu en avant, parce que les anglophones, ils sont très avancés et nous, on ne traîne pas. On laisse de côté tout ce que nous voulons décider ensemble. On est là sur des petites batailles. Et puis maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut aussi se dire. Nos pères fondateurs avaient une vision. Ils nous ont légué un héritage, mais cet héritage est en train de s'effricer. Il faut qu'on commence à réfléchir comment il faut consolider. J'en ai fini. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Ça nous donne très envie de poursuivre le débat, la semaine prochaine, puisque nous aurons 2 jours entiers à Genève sur cette discussion spécifiquement francophone, en présence d'ailleurs de tous les intervenants qui participent à ce débat, y compris le professeur Tchewali qui sera également à Genève, beaucoup d'autres. Donc, si vous n'êtes pas inscrit encore à ce forum, il vous reste 24 heures pour le faire. Vous pouvez le suivre en ligne si vous ne venez pas au sommet mondial sur la société de l'information, si vous n'êtes pas à Genève à ce moment-là. Alors je passe maintenant la parole à la salle. Si vous avez des questions, des interpellations, des commentaires, n'hésitez pas. Vous connaissez la manière dont ça se passe ici à Oslo. Vous devez vous diriger vers le micro qui se trouve là à votre gauche, près de l'écran. Ah, peut-être il y en a un à droite. Ah oui, j'en vois un à droite aussi, parfait. Allez-y, monsieur. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est M. Abdeljalil Bacharbon. Je suis du Tchad, coordonnateur de IGF Tchad, en même temps président de House of Africa. Donc, nous vous remercions avant tout pour ces panels de haut niveau, y compris de haute personnalité avec des perspectives différentes. Nous vous remercions pour cette opportunité et aussi à l'OIF pour l'organisation. Donc, en tant que membre de la communauté, nous ici dans la salle, je vois beaucoup des anciens qui sont là. Sébastien ici, qu'on est là dans l'écosystème, ça fait longtemps. Donc, on apprend beaucoup d'eux. Ils sont en train de nous coacher, à nous pousser, même si avant la francophonie n'était pas là. Et il y avait un grand vide, que ce soit au niveau de l'écosystème de l'IGF, que ce soit au niveau de l'ICANN, que ce soit au niveau de l'IGF ici, que maintenant la francophonie est de retour. Avant, c'était avec Emmanuel, le représentant de l'OIF au niveau de l'Amérique, en Haïti, Amérique latine, qui faisait un grand travail avec l'école de la gouvernance francophone, avec les renforcements des capacités au niveau d'Afrique. Si la francophonie était là, on ne va pas en arriver là où il y a les problèmes d'Afrique aussi. Parce qu'il y avait qui poussait, il y avait une communauté derrière ça. Et donc, nous vous remercions de votre retour. Et moi, ma suggestion est beaucoup plus sur les renforcements des capacités. Je pense que les ministres avaient parlé ici. C'est très important de former notre nouvelle génération sur l'intelligence artificielle et surtout à pousser les start-upers. Donc à créer, à les accompagner. Parce qu'une main seule, comme on le dit en Afrique, ne peut pas applaudir. Mais quand on est ensemble, comme vous l'avez dit ici, l'espace francophone, nous sommes presque à 1 milliard, disons à 500 à 600 millions. Donc je pense que c'est très important de pousser et surtout le contenu, les créations de contenu. Donc quand on le voit, tout est en anglais ici. Donc on a beaucoup de difficultés. Il y a certaines sessions qu'on part,
on ne se rappelle même pas. Donc je pense qu'on est là, présence, mais il n'y a pas une présence active. Et là, c'est pas bon. Être là et ne pas être actif, c'est pas bon. Et surtout avec la nouvelle tendance, c'est les WISIS, tous ces sujets. Et je pense que nous remercions la francophonie et nous aimerions qu'on sur le plan national aussi, qu'il y aura ces sujets-là, ces discussions-là, pour qu'on remonte. Donc pour moi, c'est le renforcement des capacités, surtout de la jeunesse des femmes, est très important pour qu'on s'implique dans cette gouvernance mondiale de l'Internet. Donc je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Une autre question là-bas. On va prendre toutes les questions, en tout cas un nombre raisonnable, et puis redonner la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Je vous en prie, monsieur. Y a-t-il un contact? Non, vous parlez simplement. Allô? Allez-y. Vous me recevez, oui. Moi, c'est Dikolbaïbe Kennedy. Je suis du Tchad. Je suis le directeur de communication électronique au ministère de Télécommunications, Économie numérique et de la digitalisation de l'administration publique. Alors, l'exposé et le thème s'assied réellement à réfléchir aujourd'hui et poser des bases pour le développement de l'IA, que ce soit mondial, régional et sous-régional. Et spécifiquement, nous sommes sur un plateau de la francophonie. Donc je félicite les panélistes d'être à la hauteur vraiment des réponses que nous tous ici apprêtons à vivre. Ma question précisément en ce qui concerne l'IA, c'est un domaine très nouveau et ça demande à ce qu'on puisse changer nos manières traditionnelles afin de nous adapter et aller vers l'inclusion numérique afin que toute la population terrestre puisse être au même niveau. C'est là où la culture doit braver les frontières. Alors, je voudrais poser une question. Pourquoi généralement tout ce qui est documents cadres ou ce soit des livres sont souvent toujours traduits en anglais, surtout tout ce qui est documents francophones? Pourquoi on laisse aller vers ces traductions? C'est quoi la motivation et comment faire pour pouvoir cadrer cette manière, ce système? Je vous remercie. Merci à vous. Alors, il y a encore une question là dans la salle à ma gauche. S'il y a d'autres questions dans la salle, merci de vous manifester tout de suite. Et il y a une question en ligne également. Donc, cette question dans la salle, la question en ligne, puis la parole aux intervenants. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, Sébastien Bacholet de France, représentant les utilisateurs européens. D'abord, merci d'avoir une session en français. Je trouve que quand on est dans une structure internationale comme celle de l'IGF, il devrait y avoir beaucoup plus de possibilités d'échanger dans différentes langues et qu'il n'y a qu'une seule salle, c'est un peu dommage. Je voulais soutenir ce qu'a dit mon ami Abdeljadir Bachar Bong du Tchad. Le retour de la francophonie, comme il l'a dit, est absolument important et essentiel. On a besoin de vous, on a besoin de vous dans les structures comme ici, comme l'ICANN, parce que sans vous, c'est difficile de faire entendre la voix de la langue française. Et pas la voix de la France, mais la voix de la langue française. Et je voudrais que vous réfléchissiez à une chose autour du numérique, c'est que vous avez dans chacun de vos pays un trésor. Et le trésor, c'est l'extension, le nom de domaine, le country code, comme ils disent en anglais, donc l'extension de votre pays. Et je pense qu'il y a des choses à faire autour de ça qui permettraient de développer, d'une part, les usages et aussi le contrôle, entre guillemets, des données dans votre pays, dans vos pays.
Et donc, je pense que ça vaudrait le coup qu'il y ait une réflexion autour de ça. Il y a un collège international à l'AFNIC qui gère le .fr qui peut être un bon endroit pour que cette discussion ait lieu. Et si vous avez besoin de réflexion sur ce sujet-là, je suis aussi à votre disposition. Merci beaucoup. Okay, and now I go to the techniques because we have someone online, it seems. Question online. Ah, ok, on revient vers vous. Does it work? Yes, it's work. Bonjour. Ok, bonjour, on l'entend. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, cher ambassadeur Henri Mosso. Moi, c'est Sidik Aboubakar Nondichao, depuis Alexandrie à l'Université Senghor, université de langue française au service du développement africain, opérateur direct de la francophonie. Et je voudrais au passage vous transmettre les salutations du recteur, professeur Thierry Verdel, qui devrait aussi être connecté, mais pour des questions d'agenda, n'a pas pu. Très intéressant tout ce que j'ai entendu cet après-midi, et je voudrais féliciter à mon tour les différents intervenants et préciser qu'il y a beaucoup d'appels qui ont été faits sur la gouvernance du numérique, et je voudrais qu'à la suite de ce grand colloque qu'on aura dans quelques jours, qu'on puisse véritablement passer à l'action dans les pays respectifs de la francophonie. Et tout à l'heure, un collègue a parlé de renforcement des capacités. Je voudrais rappeler que la francophonie, à travers la direction de la francophonie économique et numérique, a lancé une grande initiative de formation sur la gouvernance de l'Internet à travers le programme Déclic. Et l'Université Senghor Alexandrie a eu la chance de pouvoir piloter cette formation au profit de diplomates francophones ainsi que de députés d'Assemblée nationale. Et nous aimerions et nous pensons que ces genres de formations doivent se poursuivre dans tout l'espace francophone. Et aujourd'hui, l'Université Senghor a le privilège d'accueillir ce qu'on appelle la classe diplomatique de l'Université Senghor, qui est organisée depuis 2022. Nous sommes à la 4e édition. Et au cours de cette classe diplomatique, on réunit plusieurs diplomates francophones de différents pays pour participer aux enjeux de la francophonie. Et à l'occasion de cette classe diplomatique, nous allons revenir sur les enjeux de la gouvernance numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle, pour vous dire que l'OIF, à travers l'ensemble de ses organes, est en train de mettre les bouchées doubles pour permettre à tous les citoyens francophones de pouvoir en savoir davantage sur la gouvernance du numérique. Et je voudrais finir mon intervention en invitant tous les pays francophones à bien vouloir passer à l'action, puisqu'il y a beaucoup d'effets qui semblent être souvent des effets d'annonce qui ont été faits dans différents forums. Et il est temps aujourd'hui que nous puissions passer à l'action, nous puissions mettre en synergie nos énergies, nos ressources, pour que nous puissions, en tant que francophones, être vraiment pesés de tout notre poids dans la gouvernance de l'Internet et du numérique. J'espère être parmi vous d'ici juillet, si j'ai mon visa pour venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a très peu de temps. Il nous reste 2 minutes. Alors, je vous donne, monsieur, rapidement la parole, mais vraiment en 10 secondes, si vous voulez bien, 15 secondes, pour quand même donner aussi 30 secondes à chacun des intervenants pour un dernier mot. Mais on a bien compris que la conclusion, c'était rendez-vous à Genève. Je vous en prie. Je me fais entendre? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je suis Emmanuel Ampeta, membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. J'ai entendu dire ici que l'Afrique avait un problème de données. Je peux dire oui et non. Non. Pourquoi? Parce que je pense que l'Afrique a des données. Nous avons des données, mais on a un sérieux problème, c'est le faible taux de numérisation de ces données. Les données de services de l'État, les données de services publics, les données culturelles. L'Afrique a beaucoup de données et se pose un sérieux problème de numérisation. Et j'en profiterai pour demander à la francophonie de pouvoir aider
les pays francophones africains à pouvoir numériser les données. Aujourd'hui, l'infrastructure est là et nous sommes envahis. Nous sommes envahis, comme il a été dit ici, par les données anglophones. Et moi, mon plaidoyer, ce serait de demander à la francophonie de pouvoir voir dans quelle mesure on peut aider l'Afrique à pouvoir numériser ces données. C'était ça ma contribution. Merci. Très importante contribution, merci monsieur le député. Et je donne rapidement, mais très rapidement, vous n'avez plus qu'une poignée de secondes chacun, ou en tout cas ceux qui le souhaitent, pour dire un mot, si vous le souhaitez. Monsieur le ministre, monsieur Verdier, monsieur Sec, ouais, qui? Allez-y. Monsieur Sec. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous l'avez dit, le rendez-vous sera à Paris et je pense qu'on sortira avec une recommandation très forte, surtout au niveau de la gouvernance des données pour les pays francophones. Allez, merci. Merci. À Genève, je pense. Ok, Henri. Donc oui, les données existent, mais il faut les systèmes d'information. Et donc la transformation numérique de l'État est un sujet majeur pour les rendre interopérables, exploitables, etc. Oui, l'Union fait la force et l'Europe l'a appris à ses dépens parce qu'il a fallu des textes européens pour imposer des règles aux GAFAM. Et sinon, ils étaient capables de boycotter la France, l'Espagne ou l'Allemagne. C'était pas assez gros pour les faire reculer. Et troisièmement, oui, il y a un sujet d'innovation en langue française. Et je voudrais insister sur le fait qu'on peut aussi engager la bataille par les petites innovations, régler des vrais problèmes dans son pays, pour son agriculture, pour son système hospitalier. C'est aussi une manière d'entrer et de peser dans la révolution numérique. Okay. Monsieur le ministre. Bon, moi je voudrais tout simplement m'allier aux autres. Je pense qu'il y a un député qui a parlé. Nous avons beaucoup de données avec l'arrivée de l'IA et de l'Internet. La numérisation n'est pas l'intelligence artificielle. Donc je pense que la francophonie peut commencer déjà à réfléchir comment accompagner nos États pour numériser d'abord tous les documents, les archives. Et puis il y a certains pays qui ont traversé beaucoup de temps dans la guerre. Comment récupérer ces données? Il y a certaines données qui se trouvent aussi en France. Comment les récupérer pour les amener en France, en Afrique? Ces données-là, il faut les libéraliser. Moi, mon papa, c'est des gens qui ont eu leur bac, on appelait le bac Matelem, qui est logé en France. Donc, comment il faut ramener tout ça pour amener à réfléchir à autre chose? Très rapidement, il y a Kennedy qui a parlé pourquoi les livres sont traduits. Moi, j'écris toujours mes livres en français. La francophonie ne m'a jamais payé. Hein. J'écris toujours mes livres en français, mais compte tenu de l'importance des documents, mes livres sont traduits en anglais. Automatiquement, je ne les demande même pas. Merci beaucoup. Merci. Non, mais vous savez, j'ai assisté hier au...